Donc bonjour, je suis Aymeric Vanetti de la société NES. Donc, je vais vous présenter une petite présentation démonstration sur la sécurité des objets connectés et donc plus particulièrement la souris malicieuse. Donc, voilà. Donc je vais faire une petite présentation de ma société très rapide. Je vais vous montrer les dangers des objets connectés sans rentrer trop dans les détails. Et je vais vous montrer des méthodes en fait, pour rentrer ou sortir des informations d'une entreprise ou d'un bâtiment. Et ensuite, on va faire la petite démonstration de la souris. Et après, les recommandations, comment on s'en protège. Et la conclusion et les questions, si vous en avez. Voilà. Donc, la société NES, en fait, c'est une société d'audit conseil en sécurité informatique. On a 75 collaborateurs qui y travaillent. On est en pleine expansion et on embauche du monde à tour de bras. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour postuler, voilà, je passe la petite annonce. On travaille surtout dans la sécurité informatique, les domaines bancaires, les PMI, PME. On fait de l'audit sécurité, donc des applications web, de l'intrusion de bâtiments, enfin voilà. C'est très très varié. J'ai aussi des petites plaquettes à votre disposition si vous voulez plus de renseignements. Voilà. Donc on va passer à ce qui nous intéresse, au cœur du sujet, donc les objets connectés. Donc voilà. Donc quels sont les dangers des objets connectés actuellement? Donc en gros, ce qui se passe, c'est au niveau des objets connectés, les sociétés qui les développent, elles n'ont pas pensé en fait en premier lieu à établir leur sécurité. Dans un premier temps, en fait, la conception, c'est faut que ça marche, faut que ce soit le moins cher possible, et voilà. Donc du coup, on se retrouve avec la sécurité qui est mise en arrière-plan et on se retrouve avec plein d'objets divers et variés qui sont connectés donc à Internet ou à des réseaux chez vous à la maison. On va parler frigo, la voiture, bon bah voilà, les montres connectées, les Fitbit et compagnie. Donc voilà, et sans protection, on peut faire des choses assez dangereuses, voire un peu gênantes dessus. Donc quand on pirate un objet connecté, donc ça peut être juste pour le fun, mais ça peut avoir aussi des conséquences dramatiques. Donc par exemple, si c'est votre voiture, voilà, il y a des chercheurs qui ont montré qu'on pouvait prendre le contrôle des voitures à distance juste avec un réseau 4G et bloquer les freins, contrôler la direction et compagnie. Donc là, il peut y avoir mort d'homme. À la maison, les voleurs, si vous avez un système d'ouverture de porte de garage ou d'ouverture de votre porte avec votre téléphone en Bluetooth ou à distance via le cloud, le hacker il peut récupérer vos identifiants ou même changer le code pour la porte d'entrée et puis rentrer quand vous n'êtes pas là. Voilà. Au niveau des caméras, pareil, les caméras connectées, Wi-Fi, c'est bien, je surveille ma maison, c'est cool, mais du coup, un attaquant qui a accès au flux qui part dans le cloud, il peut aussi voir les images et puis il sait quand vous n'êtes pas là ou quand vous êtes là. Et éventuellement, il peut même vous faire chanter s'il capture des captations vidéo un peu tendancieuses. Voilà. Donc, et on imagine aussi au niveau plus large, donc les objets connectés dans l'entreprise. Donc par exemple, dans une entreprise, ça pose peut-être pas trop de problèmes, mais par contre, si on pense à EDF ou une centrale nucléaire, là, c'est un peu plus grave. Donc la personne qui, je sais pas, met une petite caméra connectée dans la centrale nucléaire pour surveiller des zones, puis la personne prend l'accès dessus et ensuite rentre dans le réseau de la centrale, là, ça le fait un peu moins. Voilà. Donc ensuite, il y a aussi des objets connectés, donc j'en parlais, les Fitbit, les assistants personnels, enfin les smartphones et tout ça. Eux manipulent aussi des données personnelles. C'est le cas aussi, on va dire, des compteurs intelligents, les Linky et compagnie, donc qui eux vont avoir vos consommations électriques et tout ça. Donc en soi, on se dit ouais, c'est pas super important, enfin c'est pas grave. Voilà, c'est des données comme des autres. Mais bon, il y a des chercheurs qui ont montré qu'on pouvait, par exemple, sur EDF, profiler votre consommation électrique, savoir quel appareil vous allumiez. C'est la télé, vous ouvrez le frigo, etc. Donc on peut, comme ça, cartographier vos habitudes, vos consommations, etc. Donc ça peut poser des problèmes aussi au niveau données personnelles. Par exemple, le Fitbit, il peut donner vos informations cardiaques, votre tension, etc. Donc ça peut aussi intéresser des sociétés voilà, de récupérer ces informations-là pour vous cibler et vous vendre des produits ou autres. Voilà, ou faire le trafic des informations.
Autre objet connecté, là on va revenir aussi dans les problématiques qui sont reliées à l'humain. On va parler des pacemakers aussi et puis des pompes à insuline. Donc dernièrement il y a eu des problèmes avec ces objets-là. C'est-à-dire qu'il y avait des pacemakers, les nouvelles générations, elles permettent de changer, enfin au médecin il peut changer la fréquence cardiaque, régler certains paramètres. Et donc un hacker qui aurait accès à ce système-là, en fait, il peut provoquer un arrêt cardiaque ou changer votre fréquence, etc. Donc ça peut aussi causer mort d'homme. Pareil pour les pompes à insuline, il peut arrêter l'envoi d'insuline ou envoyer toute l'insuline. Et voilà. Donc ça peut poser problème au quotidien pour des personnes. Donc on va s'intéresser à des objets connectés qui ont été compromis récemment, donc qui ont formé un botnet, le botnet Mirai. Donc Mirai, selon son concepteur, ça veut dire avenir en japonais. Donc apparemment, lui, il voit ça comme l'avenir des attaques sur Internet. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait un botnet qui connecte, qui prend le contrôle de plein d'objets qui sont mal sécurisés. Donc souvent il y a des mots de passe par défaut ou des mots de passe constructeurs sur ces objets. Soit les gens pensent pas à les changer, soit ils sont pas au courant qu'il y en a. Et donc le virus, il prend le contrôle de ces objets et il les infecte par ce biais-là. Donc il scanne tout Internet, il cherche les mots de passe par défaut. Une fois qu'il en a trouvé, il les infecte. Et ensuite, les objets, les caméras, les routeurs, tout ce qui a un identifiant par défaut qui est connu, rejoint ce botnet-là et forme un agrégat de machines. Donc vite fait, Mirai en quelques chiffres. Donc ça a débuté, on l'a découvert en septembre 2016, donc via une attaque assez lourde contre le site de sécurité Krebs Security. Donc, qui s'est pris un déni de service d'environ 620 gigabits par seconde. Donc il y avait environ 100 000 objets connectés qui se sont mis à balancer des paquets et faire tomber le site web. Donc le plus gros botnet actuellement qu'on a recensé en fait de Mirai, il concernait à peu près 400 000 machines, donc caméras, routeurs, etc., connectées ensemble pour lancer les attaques. La puissance d'attaque, donc comme je disais, ça varie de 620 gigabits par seconde à, il y a OVH qui a donné une mesure, donc elle n'a pas été confirmée, de 1 terabit seconde, qui se sont pris dans les dents milieu septembre. Mais ça n'a pas été confirmé, donc je ne peux pas vous dire, mais ça paraît réaliste. Voilà. Donc, comment marche Mirai? Donc en gros, Mirai, ça a été, par son inventeur, en fait, a fait on va dire un petit commerce autour de ça, c'est-à-dire qu'il vend les attaques sur Internet à des gens lambda qui les achètent via le darknet. Donc les utilisateurs, ils se connectent à un point de contrôle, donc et à partir de là, ils achètent aux hackers du temps sur le botnet, et donc ensuite, le point de contrôle contrôle les bots qui eux envoient les attaques sur les victimes. Les bots, ils sont configurés pour quand ils attaquent pas, ils scannent tout l'internet à la recherche d'autres victimes potentielles, donc les victimes en V. Et donc quand une victime est trouvée, le bot il remonte les infos à un serveur de reporting. Le serveur de reporting il répond à l'attaquant, j'ai trouvé des nouvelles victimes, qu'est-ce que j'en fais? Donc l'attaquant lui décide, il dit ok, toutes ces victimes là elles sont potentielles, vas-y infecte-les. Donc il envoie l'ordre de les infecter à des loaders. Donc les loaders ils regardent la victime, c'est quoi? C'est un Windows, c'est un Linux, etc. Ils prévoient la charge en conséquence, ils l'infectent avec ça et hop, ça devient un bot et il rejoint le botnet et ça continue comme ça. Voilà. Donc voilà un peu comment Mirai en fait il a grossi assez rapidement. C'est qu'avant en fait les hackers ils cherchaient eux-mêmes les victimes. Là en fait ils donnent le boulot à faire aux bots. Donc ça va très très vite et ça grossit de manière exponentielle. Donc le problème aussi avec ça c'est que quand on a un botnet comme ça, c'est des caméras et tout, c'est dur à patcher, c'est dur à les éteindre ou à les retirer de circulation. Par exemple, il y avait des routeurs de Deutsche Telekom qui se sont fait infecter. Le problème, c'est que les routeurs de Deutsche Telekom, ils gèrent aussi le trafic de l'opérateur, donc on ne peut pas les couper. Et puis faire les mises à jour ou les couper, les remettre en route, ça demande de créer des temps d'indisponibilité, et c'est assez compliqué. Donc c'est ce qui explique pourquoi en fait les botnets, on a du mal à les faire disparaître, typiquement les botnets Mirai. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des points d'entrée-sortie des cyberattaques, un peu par où les hackers ils vont passer pour rentrer dans une entreprise ou dans votre ordinateur. Voilà, on peut regarder tous ces points-là. Donc, à distance, ils ont droit au mail.
Donc ça, je pense que vous avez déjà vu arriver un mail de phishing qui se fait passer pour EDF, Orange ou compagnie, et qui vous dit voilà, faut vite rentrer vos informations bancaires, sinon on vous coupe votre abonnement ou votre électricité. Donc faut faire attention sur ces trucs-là. Faut pas tout de suite agir dans l'urgence, faut un peu réfléchir. Il y a les sites malveillants. Donc maintenant il y a pas mal de protection au niveau des navigateurs, mais c'est pas encore super au point, mais bon, ça commence à le devenir. Donc un site qui vous infecte via une publicité malicieuse et tout, qui prend le contrôle de l'ordinateur, puis ensuite qui va déployer un malware. Les vers, donc vers, Trojan, etc. Donc ça, c'est des petits programmes qui scannent l'internet en permanence, un peu à la manière de Mirai. Quand ils trouvent une victime, paf, ils l'infectent automatiquement avec un code qui est prévu pour, et il se réplique comme ça, et il se déploie. Voilà. Donc ça se corrige en faisant les patchs de sécurité fréquemment, en mettant un pare-feu, enfin voilà, en bloquant les flux réseau, en surveillant un peu. Voilà, quand l'ordinateur fait des ralentis ou qu'il a des comportements bizarres, faut passer un petit coup d'antivirus ou réinstaller. En local, donc des personnes qui ont accès physique à votre machine ou à votre entreprise, ils vont utiliser des clés USB, des médias amovibles, CD, disquettes. Voilà, il y a des périphériques malicieux. On parlera de la souris juste après. Ils peuvent faire, alors là on avait vu un peu quand Snowden avait révélé les affaires de la NSA, qu'il y avait des sociétés de surveillance qui mettaient carrément des implants dans les ordinateurs, donc sous forme de carte PCI Express ou de petits ajouts à l'intérieur des PC, donc qui permettaient de déployer ou de faire de la surveillance. On peut aussi, via des ports externes, PCI Express, FireWire, etc., lire la mémoire de l'ordinateur et donc injecter des programmes malicieux ou changer le comportement de l'ordinateur. Exemple, on peut, via le port FireWire, déverrouiller la session Windows en lui faisant changer juste le contrôle en fait, du mot de passe. On lui dit si le mot de passe est faux, en fait il est juste. Voilà, dans le check à la fin. Et donc quand on rentre n'importe quel mot de passe, on valide. Il dit le mot de passe est faux, mais comme nous on a changé dans la mémoire que mot de passe est faux, c'est mot de passe est valide, il déverrouille la session et on rentre. Voilà, juste avec le port FireWire. C'est un peu violent. Et puis collecte d'informations, donc post-it, mot de passe qui traîne en clair dans les bureaux. On a vu TV5 Monde, quand ils ont filmé suite à leur attaque, il y avait sur les tableaux blancs derrière des mots de passe, des trucs qui traînaient. Et donc du coup ils se sont fait tout de suite repirater leur compte juste après le reportage. Et ils n'avaient pas compris au départ d'où ça venait. Et en fait quand ils ont revisualisé les images, ils ont vu que il y avait les comptes Twitter, les trucs comme ça qui étaient sur un tableau blanc à l'arrière. Voilà, donc... Hop. Donc les points de sortie, donc on ressort un peu comme on est entré par les mails par exemple. Le programme peut envoyer des mails ou faire du phishing et renvoyer des mails de phishing à d'autres personnes via un PC qui serait fait infecter. Par internet, utiliser les serveurs web, les systèmes d'upload, Pastebin et compagnie, j'en passe. On a des sorties atypiques, par exemple si le malware détecte qu'il y a un téléphone qui est connecté et qui partage sa connexion, il va plutôt essayer de sortir par la connexion 4G que par la connexion de l'entreprise qui va être surveillée par des pare-feux, des proxys, etc. Voilà. On peut utiliser, planquer de la stéganographie, utiliser par exemple SoundCloud pour uploader des MP3, mais en fait dans le MP3 on cache le document qu'on veut sortir de l'entreprise et du coup tous les systèmes de DLP, de vérification de fuite d'informations, ils sont bypassés, enfin ils analysent pas le fichier MP3, ils savent pas ce que c'est trop la stégano, donc ça passe. En local, on peut ressortir aussi, on reprend la clé USB pour ressortir les informations où notre malware il se propage comme ça. Par exemple, le cas de Stuxnet qui infectait des clés USB jusqu'à être arrivé à la centrale où quand il détectait le bon terminal, hop, il infectait le terminal. Les disquettes, bandes magnétiques et j'en passe. Voilà pour les points de sortie. Donc là, je vais parler un peu des points d'entrée-sortie atypiques. Donc par exemple, les smartphones. Donc le smartphone, en gros, ça peut être utilisé pour entrer des données dans l'entreprise ou en sortir, on a vu via la connexion 4G et tout. Donc ça peut être de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Le téléphone peut se faire infecter involontairement, genre en mettant une application qui a été téléchargée sur un store illégal. Ou par exemple, on a aussi des attaques QR code qu'on voit récemment, où en fait la personne change le QR code qui est disponible dans le lieu public et ça va vous envoyer vers un lien malicieux qui va télécharger une appli vérolée sur le téléphone au lieu de télécharger l'application légitime. Voilà, donc par exemple, des petits exemples. Donc sur le téléphone, vous avez quoi? Vous avez une caméra, un GPS, voilà, ça peut récolter pas mal d'informations, capter de la vidéo, capter du son. Voilà, donc ça peut être assez dangereux comme point d'entrée-sortie.
On a un point d'entrée-sortie atypique que nous on utilise de temps en temps lors des audits. En fait, quand on n'a pas trop le temps de visiter les locaux d'entreprise sur un test d'intrusion, on peut laisser par exemple une rallonge électrique pirate. Donc dedans, il y a un micro-ordinateur, il y a des connexions 3G, Wi-Fi, etc., Bluetooth. Il y a un port réseau pour faire croire que c'est un filtre anti-parasite pour les connexions réseau, mais en fait dedans il y a un hub, on pique le réseau de l'entreprise. Et donc ça peut être dissimulé comme ça pendant très longtemps, avant que quelqu'un devine que c'est un périphérique qui va exfiltrer des données. Voilà. Et donc on peut le laisser dans l'entreprise, ensuite partir, nous, et à distance, faire les attaques sur le réseau Wi-Fi, les Bluetooth, le réseau interne de l'entreprise, etc. Donc voilà, à surveiller. Récemment, les drones. Donc les drones, ça peut être utilisé dans le monde du cinéma pour faire de la captation vidéo, des prises de photos, etc. Mais plus récemment, il y a des chercheurs qui se sont amusés donc, à infecter un ordinateur avec un virus particulier qui en fait clignoter la LED du disque dur d'une certaine manière pour exfiltrer des données. Et donc dehors, à la fenêtre, il y a un drone qui repère cette LED de disque dur et qui exfiltre les données en captant la vidéo du clignotement de la LED. Voilà, donc ça marche. C'est un peu science-fiction, mais voilà, ça devient réalité. Donc voilà. Typiquement, utilisation des drones voilà, qu'on n'aurait pas pensé. Ensuite, le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, pareil, on a plein d'attaques Wi-Fi. Donc on peut essayer de rentrer dans les réseaux, capter, par exemple sur les réseaux, les hotspots publics, capter les données des gens qui s'authentifient sans chiffrement sur leur compte mail, etc. Récemment, pareil, il y a des chercheurs qui ont créé un malware en fait qui s'appelle Funtena, qui transforme en fait le câble du microphone d'un téléphone en antenne et donc qui permet d'exfiltrer des données par là en fait en envoyant des ondes radio dans l'air. Et pareil pour les imprimantes, ils ont aussi le fil du toner qui est sous haute tension qui, quand ils le font osciller à une certaine fréquence, peut émettre des ondes radio. Et donc avec un récepteur placé à 500-600 mètres, ils récupèrent des données comme ça qu'ils exfiltrent sur des périphériques qui sont faits compromettre par le malware. Et donc ça pareil, ça passe les analyses DLP puisque à moins d'être dans une cage de Faraday, vous aurez du mal à vous protéger contre ça. Voilà. Et on va parler aussi donc tout ce qui est périphérique USB malicieux. On se rend compte qu'il y en a de plus en plus là. Moi j'ai fait une petite recherche dernièrement sur eBay. Il y a les Chinois qui proposent beaucoup de choses. Notamment des souris espions, donc où il y a un téléphone dedans qui est planqué GSM pour écouter, faire de la captation son. Il y a des gens qui font des outils de pentest, donc pour les chercheurs, mais bon, on sait bien que les hackers et les pirates, ils vont aussi les acheter et s'en servir. Donc nous, ça nous sert pour la sensibilisation, mais il y en a qui vont s'en servir à des moyens frauduleux. Et donc on a tout ce qui est Bash Bunny, Rubber Ducky, LandTurtle, voilà, et j'en passe. Et il y a des périphériques qui sont beaucoup plus méchants. Je parlerai de l'USB Killer qui lui va pas avoir vocation à exfiltrer des données, mais vraiment à faire de la destruction ciblée de matériel. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise le 5 volts de l'USB, il se charge en 200 volts et il envoie les 200 volts dans les ports USB. Et ça, c'est mortel, ça grille tous les ports USB des ordinateurs actuels, des téléphones, des smartphones, etc. Donc dans le meilleur des cas, vous avez juste votre port USB qui crame. Dans le pire des cas, il y a votre PC qui brûle et la carte mère qui s'enflamme. Voilà. Donc il y a des vidéos sur YouTube, c'est assez marrant, mais bon, pour celui qui se prend l'attaque dans sa société, c'est pas marrant du tout. Voilà. Et donc, on va parler de la souris malicieuse. Donc, petit développement NES. Donc, c'est une souris, en fait, comme son nom l'indique, qui se comporte comme telle jusqu'à un certain point. Et en fait, elle a le contrôle de tous ces capteurs, donc les boutons, la souris, la roulette, etc. Et dedans, il y a un petit cerveau intégré qui va pouvoir agir de son propre chef. Voilà. Donc, on va passer à la démo. Hop. Donc, alors, pour la démo. Donc, nous avons ici notre victime. Ici, on a notre hacker qui est sur Internet avec un écran noir. Bon, je ne sais pas si on voit bien. C'est comme toujours, le hacker, il a l'écran noir. Donc, ma victime, en fait, elle est en train d'éditer un document top secret, comme vous pouvez le voir. Mais bon, avec son touchpad, c'est pas très pratique. Donc, heureusement, voilà, il a reçu une souris en cadeau de son commercial ou de son vendeur préféré. Et donc, il va utiliser cette souris-là, hop, qui va brancher. Voilà, donc là elle est reconnue, voilà, elle marche comme une souris normale, on peut cliquer, on peut bouger la molette, on peut sélectionner du texte, etc. Donc là moi je vais aller prendre un petit café, je vais laisser la souris toute seule. Voilà.
Et donc là, on voit que la souris, qu'est-ce qui se passe? Donc je l'ai laissée tranquille, elle est en train de bouger toute seule. En fait, elle empêche l'écran de se mettre en veille. Parce que dans certaines sociétés, en fait, au bout de 5 minutes, il y a la veille qui se met en place et après, il faut rentrer un mot de passe pour se loguer. Donc là, elle empêche de se mettre en veille. Et au bout d'un certain temps, voilà, l'utilisateur est parti boire un café, elle va commencer à se transformer en clavier, à taper des trucs bizarres. Donc là, on a ralenti pour les besoins de la démo, mais généralement, je peux le faire en 100 millisecondes, c'est-à-dire un clignement d'œil. Vous avez juste le temps de voir une fenêtre apparaître, disparaître. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle déploie un malware sur le PC. Là, elle écrit le malware en code chiffré. Et ensuite, une fois que le malware est déployé, voilà, elle le planque. Et là, le hacker, il commence à recevoir une connexion. Donc là, il reçoit la connexion de la machine, il lui envoie voilà l'adresse IP, voilà ce qu'il y a dedans, c'est quoi comme PC. Ah tiens, j'ai trouvé une webcam, bah tiens, ça m'intéresse, balance une photo de la webcam, on va voir ce qui se passe. Je vais prendre une photo du bureau aussi parce que ça m'intéresse de voir ce que l'utilisateur y fait. Et puis j'ai détecté aussi un micro intégré sur l'ordinateur portable, donc capte-moi 15-20 secondes du son ambiant de la pièce. Pareil, si la personne est dans une réunion, ça peut être intéressant. Voilà, donc elle envoie tout ça au hacker, voilà, tout a été envoyé. Et donc le hacker, il n'a plus qu'à aller voir ce qu'il a reçu. Hop, voilà. Donc il a reçu 3 fichiers. Il a reçu la capture de la webcam. Voilà, donc je suis très photogénique. Je suis un peu de travers. Il a reçu une photo. Hop, hop. Une photo du bureau, voilà, avec le document top secret. Donc on imagine, hein, là j'ai qu'un bout, mais on attend que l'utilisateur il scrolle et puis on fait plein de captures et on a le document en entier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop là. J'ai chopé un fichier web. Ah tiens, j'ai trouvé une webcam. Bah tiens, ça m'intéresse. Balance une photo de la webcam. Donc on voit que le son est d'assez bonne qualité. Voilà, donc on imagine dans une salle de réunion, quand on parle d'un projet très sensible, ça peut être très dangereux. Voilà. Et on a plein d'autres fonctionnalités, vu que maintenant le malware est déployé, du coup j'ai même plus besoin de la souris. Enfin, une fois qu'elle l'a fait, c'est fini. Elle redevient une souris normale. Et voilà. Et ouais, on peut aussi se passer la souris, et puis du coup elle va infecter d'autres ordinateurs. Mais bon, ça c'est pas trop vu. Mais par contre, le malware, lui, une fois qu'il est inséré, vous avez un point d'entrée sur ce poste-là, et vous pouvez commencer votre déploiement et votre recherche d'informations dans la société ou dans les réseaux qui y sont connectés. Hop. Donc, on va repasser sur les recommandations. Tac. Voilà. Donc les recommandations, donc à usage personnel, on va dire des choses simples à mettre en place pour s'en protéger. Donc évitez de connecter des périphériques USB inconnus. C'est compliqué, c'est un peu embêtant, mais c'est vrai que bon, ça vous protège de cette attaque-là. Ouais, je me dis pas. Soyez paranoïaque. Donc si vous voyez des choses qui se passent bizarres, des fenêtres, etc. qui s'ouvrent, hop, vite prévenez votre service informatique ou passez un antivirus ou réinstaller le PC. Faites les mises à jour régulières de votre système. Tenez votre antivirus, anti-spyware à jour. Donc ça peut toujours vous sauver la vie sur des choses qui ont été connues. Et surtout, verrouillez manuellement votre PC. Dès que vous quittez le PC, démarrez elle, la souris elle fait plus rien. Elle ne peut plus rien faire. Elle est sur l'invite de mot de passe. C'est terminé. Pour les entreprises, donc des choses un peu plus compliquées à mettre en place, donc qui s'intéressent plutôt aux administrateurs réseau. Donc mettre un système de DLP, Data Loss Prévention. En gros, c'est des backups, c'est faire des backups des données. Donc comme ça, si vous prenez un ransomware ou un trojan, un truc qui vous efface des données, vous êtes bon, vous prenez un backup et vous repartez. Auditer les comptes d'administration. Donc après, une fois que la souris en fait, elle a déployé quelque chose sur le PC, la personne va essayer de passer administrateur pour aller se balader à droite à gauche, faire du transversal. Donc si on audite les comptes administrateurs, on voit qu'il y a des choses pas normales qui se passent. Faire des tests d'intrusion, tests de sécurité. Donc par exemple, voilà, quand vous engagez NES, on vous montre qu'il y a l'attaque de la souris qui est faisable, et puis vous allez savoir voilà, que ça peut être un risque pour votre entreprise. Sécurisation des flux sortants. Donc ça, c'est l'analyse, en fait, c'est plutôt contre l'exfiltration de données ensuite, ou la communication avec un serveur de contrôle pour prendre l'accès à votre ordinateur. Donc on peut analyser les flux chiffrés, faire du déchiffrement SSL ou faire passer les flux par un proxy et analyser ce qui se passe, avec quoi ça communique. Et donc des fois, il y a des points de contrôle qui sont connus sur Internet et qui sont partagés et qui peuvent vous dire que vous êtes en fait la cible d'un pirate ou autre. Voilà. Donc ça peut être des informations vitales pour une entreprise pour savoir si elle est compromise ou pas.
En conclusion, donc il y a beaucoup de professionnels qui tendent à dire que à un moment ou un autre, vous allez être piraté. Le tout, c'est d'arriver à le détecter, à le faire de manière assez rapide. Et surtout, si vous n'avez pas réussi à le détecter, mais qu'on vous y a mis au courant, par exemple, vous prenez un ransomware et puis la personne vous contacte pour qu'il faut payer, sinon on ne vous rend pas les données. Il faut essayer de comprendre comment il a fait pour rentrer, quelle technique il a utilisée, voilà, pour pouvoir ensuite, par la suite, s'en protéger. Voilà, donc je termine. Si vous avez des questions, très rapidement. Sinon, je vous invite à venir me voir après la conférence, voilà, pour poser vos questions. Merci, je vais passer la main au suivant.